Ariel Veil, bonjour. Bonjour, Vous êtes bonjour Elsa. maire de Paris-Centre. Vous avez co-signé avec plusieurs élus socialistes une tribune parue dans Le Point intitulée « Nos socialistes refusons l'amalgame sioniste égale fasciste ». Vous y réaffirmez votre attachement à la tradition socialiste quant à la position sur le conflit au Proche-Orient. Est-ce que pour vous c'est très clair depuis le 7 octobre notamment, une partie de la gauche a dévoyé ce terme sioniste ? Oui, il y a une partie, mais c'est plus clair depuis avant le 7 octobre en ce qui me concerne. Je suis heureux que ce soit plus clair aussi pour d'autres que moi. Je pense qu'il y a notamment, je le dis à la France Insoumise, des députés, des hommes politiques et des femmes politiques qui tiennent des propos que je trouve non républicains et franchement antisémites. Le communiqué du PS du 6 avril qui demandait la fin de toute aide militaire, même défensive, à Israël. Est-ce que c'était clairement une erreur pour vous ? Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'était une erreur et de calendrier et sur le fond, le faire à 2 jours ou 3 jours des attaques de l'Iran, qui étaient quand même tout à fait attendues et prévisibles, pas dans leur nature, mais enfin dans leur principe, c'était une erreur. Je pense que ce message était incompréhensible. On n'affaiblit pas une démocratie, un allié, un partenaire, comme d'ailleurs c'est un partenaire, on l'a vu, de nombreuses nations arabes. C'est incroyable de faire ça. Je crois que le calendrier était horriblement mal choisi et même sur le fond, c'est pas pertinent. On peut avoir des divergences avec le gouvernement israélien. On a un allié en Israël et on ne l'affaiblit pas dans un moment comme celui-ci. Justement, Erreur historique pour moi. à l'aune de cette attaque de la République islamique d'Iran sur Israël ce week-end, la défense du régime iranien par certains, la non-compréhension de la proximité entre les peuples iraniens et israéliens, est-ce que ça c'est récent dans le discours politique et ça vient dire quelque chose d'autant plus inquiétant que ce que vous pointiez il y a un instant ? Il y a une tradition d'amitié entre le Parti socialiste et le gouvernement israélien qui a été très très vive depuis la création de l'État notamment, à une époque où c'est vrai aussi l'État israélien était dirigé par les travaillistes, et donc il y avait une proximité, j'allais dire intellectuelle, mais aussi personnelle entre les dirigeants. Je pense à Shimon Peres qui ne venait pas à Paris sans voir ses amis dirigeants du Parti socialiste français. Elle s'est perdue clairement pour des raisons qui sont peut-être liées à la politique, mais qui sont aussi liées au manque d'histoire et au manque de mémoire. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus, ce qui me choque le plus peut-être, c'est la perte de mémoire du fait que Israël est d'abord fondamentalement, quelles que soient les péripéties gouvernementales et électives, électorales, est d'abord une nation démocratique qui est fondée sur à peu près le seul régime communiste, socialiste qui ait jamais fonctionné, c'est-à-dire celui des kibboutz. Ceux qui comparent notamment à l'extrême gauche les Ukrainiens et les Palestiniens qui évoquent, je cite, la complicité du génocide, la complicité de génocide de la France à Gaza, qui la comparent même à celle d'une complicité de génocide au Rwanda. Est-ce que c'est un élément supplémentaire de nécessité de séparation entre le PS et LFI ? Pour vous, elle est claire. On sent que pour le PS Paris, il y a une clarté là-dessus. Mais est-ce qu'il y a besoin d'aller au-delà au niveau national et pourquoi ça n'avance pas vraiment là-dessus ? Merci, oui, je vous remercie de souligner que c'est clair pour le Parti socialiste parisien. Vous aviez, je crois, en antenne, Lamia El Harraj, qui est la première fédérale, donc la dirigeante du Parti socialiste parisien, et qui, je crois, était très clair sur ce sujet. Oui, j'ai l'impression que parfois, il y a encore de la confusion chez certains. Alors certes, aujourd'hui, on dit « ah, c'est pas possible », les positions d'un certain nombre de dirigeants de la France insoumise sont tellement atroces et surtout historiquement scandaleuses. Ces comparatifs que vous faisiez entre des génocides, l'utilisation même du terme de génocide pour parler de ce qui se passe en Israël ou dans les territoires palestiniens est scandaleux, et que beaucoup de gens disent « ah, on a eu tort de s'allier ». Bon, moi, vous savez que j'ai été contre depuis le début. Je crois qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir une alliance. Les positions sont trop loin entre le Parti socialiste et la France insoumise. C'est très clair pour moi, oui. La poussée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, le besoin récurrent de protéger les lieux juifs, à Paris notamment. Est-ce qu'une réponse locale a pu être apportée à ça ? Est-ce que vous voyez, vous, des signaux d'apaisement depuis quelques semaines, voire quelques mois à Paris ? Je ne sais pas ce que serait un apaisement. Je crois que l'État, le gouvernement et les gouvernements successifs en France, malheureusement, et ça ne fait pas depuis le 7 octobre, c'est depuis des décennies, et singulièrement depuis un certain nombre d'années, depuis 2015, les attentats notamment, savent prendre la mesure des menaces qui pèsent sur les Juifs et les institutions juives en tout cas. Et hélas, non, je ne vois pas d'apaisement. Je crois que les mesures sont régulièrement renforcées, modifiées, mais toujours maintenues.
On a appris cette semaine la disparition d'Hubert Elbron, un volet de lutte justement contre l'antisémitisme. Est-ce que pour vous, ça demeure aussi les actions de préservation de cette mémoire juive, de cette mémoire de la Shoah? Évidemment, et je pense à François, qui est le vice-président, vous le savez, du mémorial de la Shoah, à son action, une action qui se transmet de père en fils dans la famille Elbron. Évidemment, on a perdu un grand monsieur de la lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais dire un petit mot aussi pour Gil Tayeb, dont on a aussi appris la disparition et qui me touche très personnellement. C'était à la fois un ami, et je pense à Karen Tayeb, qui est vous le savez, une élue parisienne très engagée dans la défense du patrimoine, mais aussi à titre associatif avec son mari Gilles. Ils ont toujours été engagés l'un et l'autre depuis, je crois, 30, 40 ans dans toutes les causes de défense d'Israël, de lutte contre l'antisémitisme, de défense aussi, de lutte contre la pauvreté, on le sait moins. Et j'ai un mot ici pour Gilles Tayeb, qui était vice-président du CRIF aussi, et dont la perte est pour moi une grande perte pour nous, personnellement, mais pour la communauté aussi. Pour nous, collectivement, en effet, je le rappelle juste un instant, il y aura une émission spéciale à 11h avec Sandrine Seban pour lui rendre hommage. On poursuit cet entretien, Ariel Veil, avec un sujet qui inquiète et qui enthousiasme les Parisiens à la fois. Les JO, ça commence dans 100 jours. D'abord, l'aspect sécuritaire. On voit qu'il y a eu pas mal de rétro-pédalage sur la cérémonie d'ouverture sur la Seine, puis rapatrié, entre guillemets, au Trocadéro, puis éventuellement au Stade de France. Est-ce que pour vous, c'est sûr que ces Jeux Olympiques pourront se dérouler dans de bonnes conditions à ce niveau-là? Rien n'est jamais sûr, et je ne suis pas expert en matière de sécurité, même si je discute, comme la maire de Paris, avec le préfet de police, qui a la responsabilité exclusive de la sécurité pendant ces Jeux. C'est certain que c'est des Jeux qui sont extraordinairement ambitieux en termes de sécurité, puisque la cérémonie d'ouverture, vous le savez, se déroule en principe, c'est le plan A, et c'est le plan qu'on poursuit, elle se déroule le long de la Seine sur une longue étendue, ce qui ne s'est jamais fait. En général, la cérémonie d'ouverture, c'est dans un stade fermé, et donc ça pose des questions de sécurité, mais qui sont assez maîtrisables. Là, c'est inédit, c'est nouveau, c'est en même temps ce qui en fait la beauté, avec une chorégraphie de Thomas Joly, qu'on connaît, que certains connaissent pour ses chorégraphies, notamment récemment à la scène musicale, à l'opéra comique, et donc ça promet d'être magnifique, mais aussi de mobiliser, comme ça le fait aujourd'hui, des militaires, des soldats, beaucoup de policiers, des pompiers. Donc aujourd'hui, on a toujours cet objectif-là. Le président de la République et le préfet de police se sont exprimés, ou le ministre de l'Intérieur aussi, pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser à un plan B ou C. Enfin, il faut y penser, mais que pour l'instant, on est sur le plan A. Et si les renseignements devaient, à la veille des Jeux, impliquer des modifications, elles seront faites. Je pense que c'est important de les préparer. Mais aujourd'hui, on s'en tient à ce scénario principal d'une cérémonie sur la Seine dans laquelle il y aura aussi, je vous rappelle, des épreuves qui vont se dérouler. Et ça me rend très enthousiaste. Concrètement, pour les Parisiens, les Franciliens, comment ça va se passer? Il y a Paris Centre, est-ce qu'il y aura aussi des événements particuliers? Oui, bien sûr. Paris Centre, déjà, on a une longue frontière sur la Seine qui promet, pour cette cérémonie d'ouverture, si elle se tient comme elle déroulée, d'être très joyeuse et très, très belle. Vous savez qu'on a un sujet, pour des raisons de sécurité, justement, la jauge est relativement limitée. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a toujours souhaité que ce puisse être une liesse populaire, et qu'à côté des billets achetés pour la cérémonie d'ouverture, il puisse y avoir aussi des billets non achetés, des billets gratuits, la possibilité pour les Parisiennes et les Parisiens d'assister aux Jeux. Donc on travaille avec la préfecture, la jauge est un peu plus limitée sur le processus qui nous permettra de faire en sorte qu'il y ait des jeunes, notamment des membres de clubs associatifs, mais ce sera en tout cas une liesse populaire. À Paris Centre, on aura évidemment donc cette cérémonie d'ouverture, d'une manière générale pas mal de sites, la compétition, le marathon partira du centre de Paris, c'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'autres courses, des baigneurs, et puis on aura aussi, c'est moins connu, le centre de la presse internationale qui sera installé au carreau du Temple. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se dérouler dans le centre de Paris, et une grosse partie aussi du relais de la flamme, je rappelle, le 14 et le 15 juillet pour la flamme olympique, et de nouveau pour la flamme paralympique à la fin du mois d'août. Dernière question, Ariel Veil. Il y a par ailleurs des pressions pour que les athlètes israéliens soient traités comme les athlètes russes lors de ces JO et qu'ils y participent sous bannière neutre. Est-ce que c'est totalement exclu par la maire de Paris, par votre majorité municipale?
Oui, c'est totalement exclu évidemment par notre majorité municipale et la maire de Paris. Après, c'est une décision de toute façon du comité des Jeux Olympiques, mais je crois que le gouvernement a été aussi très clair, le président de la République a été très clair sur le sujet. Aucun parallélisme à faire entre la Russie et Israël d'abord, et sur leur situation. Israël a été attaqué, je rappelle, le 7 octobre, et donc ces propos-là, pour moi, sont inadmissibles. Il est hors de question que les athlètes israéliens bénéficient d'un traitement, enfin, souffrent d'un traitement particulier. Ils doivent au contraire bénéficier d'un traitement particulier qui, lui, est sécuritaire, puisqu'on se souvient des Jeux Olympiques de Munich, où la délégation israélienne avait déjà été massacrée. Et donc, au contraire, les athlètes israéliens doivent bénéficier de protection supplémentaire. Merci beaucoup, Arlie Veil, maire de Paris Centre, d'avoir été notre invité sur RCJ.